Yorana, c'est Poéveil de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous intéressons aux conséquences de la décision de la Cour suprême américaine qui a récemment retiré une jurisprudence qui garantissait un droit constitutionnel à l'avortement pour les femmes. Au-delà des conséquences pour les citoyennes américaines, cette décision aura-t-elle un impact au-delà des frontières US jusque sur nos rivages ? Nous avons donc été posé la question à Cartouche, artiste féministe engagée, qui nous apporte sa perspective sur le sujet. À suivre donc une conversation avec Cartouche. Cartouche, Yorana. Yorana. Alors rapidement pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Cartouche, j'ai 25 ans, j'ai grandi ici en Polynésie sur la côte ouest à Papara. Après quelques années en région parisienne où je suis allée un petit peu découvrir la vie, le travail et me chercher artistiquement, je me suis mise à m'engager dans le militantisme et aujourd'hui je suis de retour au Fénois avec l'ambition de faire bouger les choses au niveau du féminisme, de la condition des femmes, du néocolonialisme et de l'écologie. Des thèmes fondamentaux et c'est justement pour ça qu'on est venu te voir aujourd'hui. Comme tu le sais, la Cour suprême américaine a récemment supprimé la jurisprudence Roe v. Wade qui garantissait le droit à l'avortement à l'échelle nationale pour les femmes américaines. Alors c'était une décision qu'on attendait, hein, on savait que ça allait venir, mais ça a quand même suscité énormément de réactions aux États-Unis et ailleurs dans le monde. D'après toi, en quoi cette décision potentiellement pourrait avoir un impact chez nous, au Fénois ? Je trouve, et je pense que je suis pas la seule personne à penser ça, que on est quand même très influencé culturellement par les États-Unis, notamment, désolée de le dire, mais dans le côté conservateur et religieux. On a entendu notamment au CSEC depuis l'année dernière des personnes remettre en question le droit à l'avortement malgré les nouvelles législations qui viennent d'être prises, comme par exemple la suppression du délai entre les deux rendez-vous pour une femme qui souhaite avorter. Et je pense honnêtement que voir cette décision prise à l'échelle nationale aux États-Unis pourrait faire penser à certains de nos dirigeants qu'ils sont légitimes de remettre en question le droit à l'avortement des femmes polynésiennes. Effectivement. Alors, on aurait pu croire quand même en 2022 que ce genre de droit était garanti. Ça n'a pas l'air d'être le cas visiblement. Comment on explique ce recul assez flagrant ? Alors, chez les Américains notamment, qui est censé quand même être un pays que l'on dit en avance, etc., mais que l'on voit aussi dans d'autres pays. On l'a vu en Pologne, on l'a vu, et comme tu le disais, un petit peu chez nous aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on a un peu cette impression de repartir en arrière comme ça ? J'ai un petit peu l'impression que les États-Unis, depuis toujours finalement, hein, le mouvement républicain a toujours été très conservateur et très... Comment est-ce que je pourrais placer ces termes-là ? Il y a toujours eu une volonté de contrôler le corps des femmes et je pense également de contrôler les classes les plus pauvres. Et je pense que le mouvement conservateur gagne du terrain de plus en plus. On l'a vu sous Trump quand il y a eu cette tentative d'attentat directement à la Maison-Blanche. Pas à la Maison-Blanche, pardon, au Parlement. Voilà, au Parlement. Et que... la police a tout simplement laissé rentrer les suprémacistes blancs, ont carrément fait des selfies avec eux. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, ils ont la porte ouverte à toutes les débandades. En fait, finalement, ils ont de plus en plus de droits. Il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à leurs idées. Et finalement, j'ai même pas l'impression que ce soit un retour en arrière. J'ai l'impression que ces personnes ont toujours été là, ont toujours pensé de cette manière-là, et que ces mouvements sont juste en train, grâce aux réseaux sociaux, grâce à la télévision, de juste pouvoir exprimer plus librement leurs idées. Et que tout simplement au gouvernement américain, ils sont de plus en plus présents. Et c'était quoi la question ? J'avais autre chose à dire quand tu l'as posée. Mais j'allais dire aussi, du coup, à t'entendre, c'est nous on le prend comme un retour en arrière, mais pour eux j'ai l'impression que c'est plus une marche en avant, effectivement, où de plus en plus ils arrivent à se positionner, ils arrivent à avancer sur des actions, et on l'a vu pour l'avortement, c'est une démarche qu'ils ont entamée avant même que la Cour suprême, et on le voit aussi notamment en France, etc., avec le mouvement anti-mariage pour tous. Donc il y a quand même derrière, entre guillemets, sans faire le complotisme, mais un agenda conservateur qui est en place depuis longtemps, quoi. C'est ça, c'est parce que finalement l'avortement aux États-Unis, quand on y pense, le droit à l'avortement a été garanti seulement pendant 49 ans, parce que c'est que depuis 1973, grâce à l'avocate Sarah Waddington, qui a fait donc la loi de Jane Roe, que le droit à l'avortement est garanti dans tous les États.
Maintenant, ça a toujours fait polémique aux États-Unis. Le mouvement qui se veut pro-vie, mais que moi j'appelle pro-naissance, parce qu'on ne peut pas être pro-vie en obligeant les femmes à avoir des enfants qu'elles ne souhaitent pas. Surtout dans un pays où il n'y a pas de système de santé et où il y a une école qui se fait attaquer toutes les semaines. Voilà, c'est un mouvement qui a toujours été en place, c'est une question qui a toujours fait débat aux États-Unis. Et finalement, juste voilà, le mouvement pro-vie a finalement fait entendre raison à la Cour suprême et on en est là aujourd'hui. Et c'est malheureusement un gros retour en arrière sur nos droits, même si eux pensent qu'ils sont en train de protéger des vies, celles des fœtus plutôt que celles des femmes. Mais au-delà des femmes, je pense sincèrement qu'il y a aussi une volonté, comme je disais, de contrôler les populations les plus pauvres. Parce que je pense honnêtement, après, voilà, ça c'est une opinion personnelle qui n'est prouvée par aucun fait, mais que ces femmes conservatrices, les femmes de sénateurs, les femmes de présidents, si vraiment elles veulent avorter, elles auront toujours quelqu'un qui pourront les faire avorter, alors que les femmes précaires seront toujours obligées d'avoir plus d'enfants et toujours obligées de rester dans cette précarité où elles n'ont pas d'aide, où elles n'ont pas d'aide de santé. Pas d'allocation, rien. Et finalement, il y a aussi cette volonté de contrôler le corps des femmes et de contrôler les populations les plus pauvres. Effectivement. Alors, donc toi, tu nous l'as dit dans ton introduction, tu es une femme, mais tu es aussi artiste engagée avec un regard très attentif sur la situation des femmes au Fénois. Donc, de ce que tu vois, de ce que tu observes au travers de ton travail artistique et de toutes tes actions, quelle est selon toi aujourd'hui au Fénois la situation des femmes, alors concernant l'avortement notamment, mais des droits des femmes en général? Alors, concernant le droit à l'avortement, justement, depuis 2022, on a droit à... Justement, le délai de consultation a été retiré, ce qui fait qu'il y a plusieurs femmes qui vont pouvoir avoir plus facilement accès à l'avortement, des mineurs également qui vont avoir plus facilement accès à la contraception. Donc, pour l'instant, je trouve qu'on avance dans la bonne direction concernant les droits humains et les droits des femmes. Après, c'est vrai que quand on regarde les chiffres, démographiquement, les femmes en Polynésie sont 3 fois plus violentées qu'en métropole, par exemple. Il y a vraiment une violence sous-jacente... qui est un petit peu tabou finalement parce qu'on n'en parle pas tant que ça à l'encontre des femmes. Il y a entre 3 et 5 femmes agressées et violentées par jour en Polynésie, et ça, ce ne sont que les faits qui sont reportés. Donc je pense que la religion qui vient du colonialisme a vraiment apporté cette vision du contrôle du corps de la femme et des femmes en général, et les femmes en Polynésie qui viennent de générations héritées d'un matriarcat précédent à cet État français. Et je pense qu'il y a une volonté vraiment religieuse et conservatrice de contrôler ces femmes-là qui étaient justement plus habituées à être mères de leur foyer, à être des femmes libres, qui avaient le droit d'être reines, qui avaient le droit d'avoir une carrière et d'être libres. Cette vision très colonialiste, finalement, elle vient casser un petit peu cette culture. Et je pense que de là vient beaucoup de violence. Je ne sais pas si c'était clair, mais... Si, complètement. Alors justement, face à tous ces constats et ces retraits, ces marches en arrière, on va dire, que l'on constate, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient être peut-être plus actifs dans cette lutte qui est fondamentale pour le droit des femmes à disposer de leur corps et plus encore, bien évidemment, qu'est-ce que toi, tu pourrais recommander sur ce qui peut être fait par chacun pour être acteur efficace de ce combat ? Alors déjà, je pense que pour être acteur efficace de ce combat ou actrice efficace de ce combat, il faut se renseigner. C'est-à-dire que moi, avant de faire des actions, je vérifie mes sources, je vérifie mes chiffres, je vérifie que je ne vais pas crier pour rien, que je ne vais pas crier sur une rumeur que j'ai vue sur les réseaux sociaux, mais sur vraiment un fait qui est en train de se passer concernant nos droits et mes valeurs. Donc je pense que voilà, il faut vraiment bien se renseigner. Il ne faut pas oublier que toutes les assemblées qui se font à l'Assemblée en Polynésie sont visibles sur Internet, donc on peut tout à fait voir ce qui se dit, voir les décisions qui sont prises, et c'est très important d'être au courant de ce qui se passe concernant nos droits avant d'agir. Et ensuite, pour agir, moi je conseille toujours de faire le mieux individuellement, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous le temps émotionnel, moral, on n'a pas tous... cette force et ce temps pour militer au quotidien. Mais déjà, la première chose à faire, c'est de balayer devant sa porte, donc d'agir au quotidien, dans son entourage, dans sa famille et pour soi-même, pour être sûr qu'on transmet, qu'on inculque et qu'on véhicule les bonnes valeurs concernant nos droits. Et ensuite, si on veut rentrer vraiment dans le vif du sujet, moi j'adore l'art parce que je pense que c'est un médium qui est accessible à tous et à toutes. Tout le monde peut comprendre une œuvre. Donc c'est très intéressant pour les personnes qui ont un peu cette fibre de s'exprimer à travers l'art sur des sujets qui les concernent et qui concernent d'autres personnes. Et ensuite, il y a toujours les manifestations, rentrer dans des associations,
Moi, par exemple, je vais bientôt demander une attestation à la DG2E pour intervenir dans les collèges et les lycées, pour parler des droits des femmes, pour parler d'éducation sexuelle, pour parler des droits des personnes LGBT. Voilà, il y a plein de choses à faire. Vous pouvez aller... Il y a des actions qui sont un petit peu moins légales aussi, qu'on peut faire, comme le collage, qui peut être considéré comme du vandalisme, mais que moi, je considère comme un moyen de se réapproprier les rues et de vraiment faire passer des messages à la vue de toutes et de tous. Dans la rue, c'est vraiment un lieu qui... Tout le monde y passe, toutes les catégories sociales, toutes les classes sociales vont dans la rue. Organiser des manifestations, faire des campagnes de sensibilisation avec des associations ou dans le privé via des collectifs que vous pouvez former ou que vous pouvez rejoindre. Voilà, il y a vraiment un tas de manières de faire des choses individuellement et collectivement. Et individuellement, la meilleure chose à faire, c'est d'éduquer sa famille, ses amis. Et collectivement, c'est soit de créer des associations et des collectifs, soit d'en rejoindre ceux qui existent déjà. Il est peut-être un peu long. Écoute, on engage chacun, en tout cas, à s'inspirer de toutes ces idées pour avancer. Cartouche, Maruru. Maruru, merci beaucoup de m'avoir reçu et de m'avoir laissé m'exprimer sur ce sujet. Si tu veux en savoir plus sur les problématiques qui touchent les femmes suite à cette décision de la Cour suprême américaine, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends soin de toi, Nana.